Lorsque le DHK soviétique fit son apparition sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, il pulvérisa littéralement l'infanterie allemande et les blindés légers. Les Américains l'appelaient la mitrailleuse lourde de 12, 7 mm ou encore la 50 rouge pendant la guerre de Corée. Mais le DHK utilisait en réalité une cartouche encore plus puissante que la 50 BMG américaine. Et ce qu'il fit subir à la Wehrmacht puis à l'armée américaine est franchement difficile à avaler. Aujourd'hui, on va donc voir exactement comment cette arme se comparait à l'M2 Browning et ce qu'elle a infligé à ceux qui se trouvaient de l'autre côté. La première fois que le DHK prouva vraiment qu'il était le chef-d'œuvre qu'on allait plus tard célébrer, ce fut pendant le siège de Leningrad. Quand les Allemands arrivèrent aux portes de la ville en septembre 1941, ils avaient la maîtrise totale du ciel et s'en servaient pour écraser Leningrad bloc par bloc. L'armée rouge avait besoin d'une arme capable de riposter contre ces Stuka et ces Junkers qui rasaient la ville. Et le DHK était à peu près la seule arme qu'il possédait capable d'atteindre cette altitude avec assez de puissance pour abattre un avion. Pour comprendre comment les Soviétiques avaient même pu disposer de cette arme à temps, il faut remonter 10 ans en arrière. À la fin des années 1920, l'armée rouge observait les Américains développer la fameuse M2 Browning et voulait sa propre version nationale. Le projet fut confié en 1929 à un concepteur nommé Vassili Dekhtiaryov et dès 1931, il avait un prototype fonctionnel. Mais cette première arme avait un défaut impossible à ignorer. Elle était alimentée par un tambour encombrant de 30 cartouches posées au-dessus du boîtier et sa cadence de tir était très loin de ce dont l'armée avait réellement besoin au combat. Alors un autre concepteur, Georgy Shpagin, intervint vers 1937, abandonna complètement le tambour et le remplaça par une vraie alimentation par bande. La nouvelle arme entra en production en 1938 sous le nom de DHK, d'après les initiales de ses deux créateurs, et les Soviétiques avaient enfin leur propre mitrailleuse lourde de calibre comparable à la 50. La cartouche qu'ils développèrent pour elle était la 12, Septixan 8 mm. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes par rapport à la 50 américaine. La cartouche soviétique a une douille 9 mm plus longue que la 50 BMG, contient environ 22 7G de poudre et tire une balle en acier plus lourde, de 48 à 55 G. En énergie cinétique pure, elle peut atteindre presque 19 000 joules à la bouche, ce qui se situe en fait dans le haut de la fourchette de ce que produit la 50 BMG américaine avec la plupart des munitions de service. Au moment où les Allemands franchirent la frontière avec l'opération Barbarossa, l'armée rouge disposait enfin d'une mitrailleuse lourde capable de rivaliser coup pour coup avec la Browning. Et à Leningrad, les Soviétiques commencèrent à la fixer sur absolument tout ce qui pouvait la porter. On en trouvait sur les toits des usines, sur les ponts de bateaux blindés qui assuraient la liaison d'approvisionnement sur le lac Ladoga et sur des camions à plateau filant dans les rues pour défendre les bâtiments visés par les bombardiers allemands. La cartouche de 12, Septixan 8 mm, pouvait porter jusqu'à 2-4 km et elle avait largement assez d'énergie pour traverser d'un coup le bloc moteur d'un bombardier allemand. L'arme était aussi équipée de 2 organes de visée circulaire ingénieux, montés au-dessus, conçus pour aider le tireur à anticiper la trajectoire d'un avion en mouvement, ce que la M2 Browning n'avait tout simplement pas de série. Et comme l'arme tirait à environ 600 coups par minute, avec une détente papillon entre 2 poignées en bois, un seul tireur pouvait balayer le ciel et envoyer un ruban de traçante droit dans un Stuka en piqué. Mais le vrai cauchemar commença quand on se mit à la tester contre des fantassins allemands, et plus seulement contre des avions. Quand l'infanterie allemande tenta de se rapprocher de la ville, les Soviétiques décrochaient le DHK de son trépied anti-aérien pour le monter sur un affût à 2 roues. Dans cette configuration, l'ensemble pesait quand même près de 157 kg, mais il donnait à l'arme un petit bouclier blindé et en faisait un engin capable de broyer l'infanterie à plus de 6 km. Si vous étiez touché au torse par un seul projectile de 12-7 mm, vous mourriez presque toujours sur le coup, à cause de la destruction massive des organes internes.
et aux distances auxquelles le DHK tirait, les Allemands ne voyaient généralement même pas la position de l'arme avant que la moitié de leur groupe ne soit déjà au sol. C'est le même problème que la Wehrmacht allait plus tard rencontrer avec la 50 américaine, mais sur un autre front. Leurs MG-34 et MG-42 étaient d'excellentes armes, mais elles tiraient la même cartouche Mauser de 8 mm que leur père avait utilisée pendant la Première Guerre mondiale. Le DHK les dominait donc simplement emportés, et il n'y avait pas grand-chose à faire quand on était en face. Les Allemands furent tellement impressionnés en capturant ces armes qu'ils les réutilisèrent même contre leurs propriétaires d'origine, ce qui en dit long sur l'image que la Wehrmacht avait de cette mitrailleuse. Quand le siège prit fin en janvier 1944, les Soviétiques avaient parfaitement compris ce qu'ils tenaient entre les mains. Mais Leningrad n'était que l'échauffement avant le vrai test du DHK. Au début de 1942, l'Armée rouge n'en avait en réalité qu'environ 720 dans tout son inventaire, ce qui est franchement hallucinant quand on pense à l'immensité du front de l'Est. Alors, quand les Allemands arrivèrent à Stalingrad à l'été 1942, les Soviétiques faisaient remonter vers la ville chaque exemplaire qu'ils pouvaient produire. Le DHK fut monté sur les bateaux blindés du projet 1124 qui acheminaient hommes et ravitaillements à travers la Volga sous le feu constant de la Luftwaffe. Ces affûts doubles de DHK sur les bateaux devinrent pratiquement la seule raison pour laquelle les missions de ravitaillement fonctionnaient encore. Sans eux, les Stuka auraient coulé chaque embarcation tentant la traversée. Une fois l'arme entrée dans la ville elle-même, elle trouva un second usage que ses concepteurs n'avaient jamais vraiment prévu. Les snipers et les servants de mitrailleuses soviétiques commencèrent à hisser des 10 HK dans les derniers étages d'immeubles éventrés, et ils utilisaient cette hauteur pour arroser les positions allemandes à travers les ruines. Une rafale de MG-34 ordinaires aurait été absorbée par des murs de briques épais ou des sacs de sable, mais la 12, 7 mm du DHK, elle, traversait tout net, et ça changea complètement la manière de combattre dans la ville. Des Allemands cachés derrière un mur ou dans l'embrasure d'une cave n'étaient plus à l'abri, parce que les Soviétiques pouvaient simplement balayer la cloison à la bande. L'arme avait cependant un gros défaut que les Soviétiques durent apprendre à contourner. Le réapprovisionnement en munitions était un enfer, parce que chaque bande non désintégrable de 50 cartouches était composée de maillons métalliques pleins qu'on ne pouvait pas simplement arracher en marchant. Un chargeur devait enfiler la bande à la main dans le tambour d'alimentation rotatif situé à droite. Et si ce tambour s'enrayait en plein bombardement aérien, l'arme devenait pratiquement un presse-papier jusqu'à ce qu'on puisse la débloquer. Malgré cela, la production montait vite, passant d'environ 720 armes au début de 1942 à plus de 5000 en 1943. Au moment où le maréchal Paulus capitula avec la 6 armée allemande en février 1943, le DHK avait gagné son surnom parmi les troupes soviétiques, Douchka, ce qui veut à peu près dire « chéri » ou « petit cœur » en russe, une plaisanterie assez tordue quand on pense à ce que cette arme faisait vraiment aux hommes en face. En 1944, l'Armée rouge n'était plus sur la défensive et traquait désormais activement la Wehrmacht. Les ingénieurs soviétiques remplacèrent alors le vieux frein de bouche compliqué par un modèle beaucoup plus simple, copié sur un fusil anti-char polonais, ce qui rendit l'arme moins chère et plus rapide à produire. Cela leur permit de fabriquer des DHK en masse à une échelle qu'ils n'avaient jamais atteinte auparavant, et la production totale en temps de guerre atteignit environ 9000 exemplaires à la fin du conflit. À mesure que l'Armée rouge avançait vers Berlin, le DHK fut installé sur pratiquement tous les véhicules lourds sortant des usines. Le nouveau char lourd IS-2 en emportait un en montage anti-aérien, tout comme les énormes canons automoteurs ISU 1, 5, 2 qui détruisaient les Tiger allemands à longue distance. On en trouvait même sur les trains blindés soviétiques, qui patrouillaient les voies à l'arrière du front et utilisaient le DHK pour abattre tout chasseur allemand assez téméraire pour tenter un passage de mitraillage. Mais le vrai changement, c'était la façon dont les Soviétiques l'employaient contre l'infanterie. Dans les combats de rue à Königsberg, puis à Berlin même, les groupes d'assaut soviétiques utilisaient le DHK comme un brise-bunker portable. Un projectile de 12, 7 mm pouvait traverser environ 20 mm de blindage à 500 mètres, ce qui voulait dire que la plupart des half-track, des voitures blindées allemandes,
et même le blindage latéral d'un Panzer IV n'était plus vraiment en sécurité à courte distance. Alors, au lieu d'attendre qu'un char vienne nettoyer une maison fortifiée ou un blockhaus, les troupes de choc soviétiques faisaient simplement pivoter un DSHK au coin d'une rue et vidaient 50 cartouches dans la porte ou la fenêtre. Ce qu'il y avait à l'intérieur n'était plus un problème après ça. Quand Berlin tomba en mai 1945, le DSHK était devenu aussi emblématique pour l'Armée rouge que l'AM-2 l'était pour les Américains sur le front occidental. Mais il ne fallut pas longtemps après la fin de la Seconde Guerre mondiale pour qu'il entre dans une nouvelle guerre. Et cette fois, la même arme qui avait tué des Allemands commença à tuer des Américains. Quand la guerre de Corée éclata en juin 1950, les Soviétiques avaient déjà discrètement livré des DSHK aux Nord-Coréens depuis des années. Et quand les forces chinoises franchirent le fleuve Yalu plus tard cette année-là, elles apportèrent leur propre version, le Type 54, qui était en gros une copie sous licence du DSHKM. Les Américains n'avaient jamais vraiment vu cette arme en action auparavant, et ils n'avaient presque aucune information dessus. Un expert soviétique en armement nommé Roger Marsh écrivit d'ailleurs en 1950 que le manque de familiarité de l'armée américaine avec les armes soviétiques posait un sérieux problème au début de la guerre de Corée. Les Nord-Coréens, eux, avaient été formés aux armes soviétiques et américaines, donc ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Les soldats américains lui donnèrent le surnom de Red 50 parce qu'ils étaient habitués à leur propre M2 Browning. Mais la Red 50 avait un avantage fâcheux que les Américains n'avaient pas anticipé. Quand les forces chinoises enterraient des DSHK sur des crêtes montagneuses le long du front, elles pouvaient tirer en contrebas sur les positions américaines à plus de 2 km. La cartouche de 12 7x100 8 mm a une douille légèrement plus longue que la 50 BMG américaine. Et la balistique de la munition soviétique lui permettait de conserver une énergie redoutable à longue portée, là où les mitrailleuses américaines de calibre à 30 devenaient à peu près inutiles. Les patrouilles américaines se retrouvaient donc soudain sous le feu d'une colline qu'elles ne voyaient même pas, et les projectiles les touchaient avant qu'elles entendent les coups de feu. Le DSHK fut aussi la principale menace anti-aérienne contre les nouveaux hélicoptères américains employés pour l'évacuation sanitaire, comme le Bell Hatch-Rise Sioux rendu célèbre par MASH. Un hélicoptère de Medevac essayant d'extraire des blessés d'une zone d'atterrissage chaude devenait une cible parfaite pour une équipe de DSHK bien installée et un simple impact dans le rotor ou le moteur principal suffisait généralement à condamner tout l'appareil et ses occupants. Au moment de l'armistice signé en juillet 1953, les Soviétiques avaient déjà commencé à exporter le DSHKM modernisé, plus simple à produire et équipé du système d'alimentation à mouvement alternatif au lieu de ce tambour rotatif pénible. Plus d'1 million d'exemplaires finirent par sortir des chaînes en Pologne, en Roumanie, en Chine et en Iran, ce qui explique en partie pourquoi cette arme se retrouva dans pratiquement tous les conflits du reste du siècle. Mais le pire restait encore à venir pour les soldats américains, qui allaient désormais les affronter aux mains du Nord-Vietnam, et non plus des Chinois, quelques décennies plus tard. Les Français avaient bâti tout leur plan défensif sur l'idée que les Vietnamiens ne disposaient d'aucune capacité antiaérienne digne de ce nom et que le ravitaillement par air continuerait de fonctionner indéfiniment. Eh bien, spoiler, ils se trompaient de façon catastrophique. À la fin du siège de 57 jours, les Français avaient perdu 62 appareils détruits ou gravement endommagés. La piste d'atterrissage était inutilisable et 11 721 soldats français avaient été faits prisonniers. Une énorme part de ces pertes aériennes fut attribuée précisément au DSHK parce que l'arme était assez compacte pour être dissimulée dans des casemates creusées à flanc de montagne, puis sortie seulement pour tirer quelques rafales courtes. Quand la guerre du Vietnam s'intensifia au milieu des années 1960, l'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong eurent accès à des milliers de DSHK acheminés par la piste Ho Chi Minh.
l'arme était suffisamment légère pour être démontée et portée par une petite équipe à travers la jungle. Et contrairement à des canons antiaériens plus lourds, il n'y avait pas besoin d'un camion pour la déplacer. C'était un cauchemar pour les pilotes d'hélicoptères américains, qui étaient la colonne vertébrale de tout l'effort de guerre américain au Vietnam. Vous voyez, l'hélicoptère, c'était en gros la manière dont les Américains se déplaçaient partout au Vietnam. Il amenait les troupes sur les zones d'atterrissage. Il évacuait les blessés et il livrait les ravitaillements aux bases de feu disséminées dans la jungle. Donc, si vous pouviez abattre assez d'hélicoptères, vous pouviez littéralement changer la manière dont la guerre entière était menée. Et c'est exactement ce que le DSHCA a commencé à faire. Sur les 7500 hélicoptères et avions à voilure fixe perdus par les Américains pendant la guerre du Vietnam, la majorité fut détruite par des canons antiaériens, dont le DSHK, et ce chiffre est franchement vertigineux. Les Nord-Vietnamiens installaient des positions d'embuscade DSHK autour des zones d'atterrissage américaines connues, et ils attendaient qu'un Huey arrive bas et lent dans son approche finale. Puis, 6 ou 7 DSHK ouvraient le feu simultanément depuis des positions camouflées dans la lisière de la forêt, et l'hélicoptère ne survivait généralement pas à la première rafale. Même si le pilote réussissait d'une manière ou d'une autre à remettre son appareil en l'air, un seul projectile de 12, 7 mm touchant la boîte de vitesse ou le rotor principal suffisait à faire tomber l'appareil en quelques secondes. Les Américains ont d'ailleurs commencé à concevoir leur génération suivante d'hélicoptères spécifiquement pour résister à cette menace. L'H-60 IV Apache, le M2 Bradley et le Stryker ont ensuite tous dû être blindés pour encaisser des impacts directs de projectiles de 12, 7 mm. Et cette exigence venait directement de ce que le DSHK avait infligé aux forces américaines en Asie du Sud-Est. Mais le chapitre le plus ironique de toute l'histoire du DSHK restait encore à venir. Quand les Soviétiques envahirent l'Afghanistan en décembre 1979, ils s'attendaient à une opération rapide contre des tribus de montagnards mal équipés. Ce qu'ils eurent à la place, ce fut un cauchemar de 10 ans au cours duquel leur propre arme servit à massacrer leurs équipages d'hélicoptères. Les Moudjahidines avaient accès à des milliers de types 54 chinois passés en contrebande via le Pakistan dans le cadre de l'opération Cyclone de la CIA. Ils capturèrent aussi un flux régulier de DSHK d'origine dans les dépôts du gouvernement afghan, ainsi que sur des véhicules soviétiques qu'ils prenaient en embuscade dans les cols de montagne. Comme l'Afghanistan est presque entièrement montagneux, les Soviétiques dépendaient énormément des hélicoptères pour faire circuler hommes et ravitaillement entre les bases de feu. Donc, comme les Américains au Vietnam, ils envoyaient des Mi-8 de transport dans des zones d'atterrissage entourées de crêtes et les Moudjahidines plaçaient des équipes de DSHK en hauteur au-dessus de chaque grande vallée et de chaque passage obligé, puis ils attendaient. Le tout premier Mi-8, abattu par un DSHK en Afghanistan, le fut le 9 janvier 1980, moins de 3 semaines après le début de la guerre. Mais les Soviétiques s'y étaient en réalité préparés. Après avoir vu les Américains se faire déchiqueter au Vietnam, les ingénieurs soviétiques avaient spécialement conçu le nouvel hélicoptère d'attaque Mi-24 Hind pour encaisser le feu du calibre 12, 7 mm. Le Hind avait des cockpits blindés, des moteurs blindés et des composants de rotor en titane, et la munition du DSHK rebondissait en grande partie dessus. Mais le Mi-8 de transport, qui constituait le cheval de trait du pont aérien soviétique, n'avait pas ce type de protection. Les Moudjahidines apprirent donc à ignorer les Hind quand ils le pouvaient et à concentrer tout leur feu sur les transporteurs de troupes. Les Soviétiques rencontrèrent aussi un autre problème qu'ils n'avaient pas vu venir. Leur pratique standard consistait à huiler légèrement les bandes de munitions du DSHK pour éviter la corrosion. Mais dans l'environnement poussiéreux afghan, ce film d'huile retenait simplement le sable et les graviers et enrayait le mécanisme d'alimentation en plein tir. Donc même quand les équipages de chars soviétiques sur 62 tentaient d'utiliser leur propre DSHKM pour riposter contre des positions moudjahidines situées sur les crêtes, l'arme s'enrayait au pire moment possible.
Au moment où les Soviétiques se retirèrent, en février 1989, ils avaient perdu au moins 333 hélicoptères et 118 avions à réaction sur l'ensemble de la guerre. Et une énorme part de ces destructions fut attribuée à des DHK que les Soviétiques eux-mêmes avaient fabriqués des décennies plus tôt. Mais l'histoire ne s'arrête pas là non plus. En 1988, l'IRA fit passer des DHK en contrebande depuis la Libye vers l'Irlande du Nord et les utilisa pour abattre un hélicoptère Westland britannique près du comté d'Armagh ce mois de juin-là. En Syrie, en Irak et en Libye, le DSHK devint l'arme standard montée à l'arrière des pick-up, créant ces technicals qu'on voit dans tous les reportages. Une enquête armée menée en Somalie recensa au moins 466 DHK en service actif dans le pays. Et pendant la bataille de Mogadiscio, des seigneurs de guerre les utilisèrent pour mitrailler des véhicules légers et harceler les forces américaines depuis les toits et les technicals à travers la ville.